Comme la France est en pleine période électorale, certes, ce sont des élections locales, mais ça reste une période électorale, j'ai décidé de vous faire un petit hors-série pour comprendre pourquoi, en politique, les clivages sont caractérisés par les mots gauche et droite. C'est parti! L'origine de gauche et droite en politique remonte à la Révolution française. Le 28 août 1789, l'Assemblée nationale constituante est face à un problème. Elle doit prendre une décision très importante pour l'avenir de la France. Et cette décision c'est, doit-on donner au roi des pouvoirs constitutionnels? Il y a alors deux groupes qui se constituent à l'Assemblée. Il y a ceux qui sont pour donner un veto au roi, donc en gros lui conférer le droit de suspendre une loi ou de l'annuler tout simplement si ça lui chante. De l'autre côté, on trouve ceux qui sont pour donner un veto au roi, mais seulement un veto suspensif, un veto qui ne sert donc presque à rien. Ce jour-là, ceux qui sont pour le veto royal se mettent à droite dans l'Assemblée nationale. Ceux-là sont en gros représentés par les nobles et par le clergé. De l'autre côté, ceux qui sont pour seulement le veto suspensif se mettent à gauche. Ceux-là, en gros, sont représentés par le tiers-état, la petite bourgeoisie, les travailleurs, les roturiers. Alors forcément, la problématique du veto pour le roi, quelques années plus tard, elle passe à la trappe, puisque le roi, il a perdu sa tête. Il aurait bien voulu mettre un veto sur cette décision. Mais en réalité, le sens de gauche et de droite dans un sens vraiment politique, vraiment pour désigner des familles politiques, ne va prendre son sens que pendant la Restauration. Pendant la Restauration, vraiment la droite et la gauche de l'Assemblée vont se livrer des combats sans merci. En même temps, il faut dire que leurs idées sont vraiment très différentes. À droite de l'Assemblée, on va par exemple trouver les conservateurs, qui sont ultra-royalistes, contre-révolutionnaires et qui veulent le retour de la monarchie absolue. À gauche de l'Assemblée, par contre, on va trouver les progressistes. Les progressistes sont ceux qui, à l'époque, défendent le libéralisme, défendent le libre-échange et la révolution industrielle, mais également le droit des ouvriers, et ce sont également ceux qui se revendiquent des Lumières. Ainsi, depuis la Restauration, l'idée de droite est liée au conservatisme et l'idée de gauche est liée au progressisme. Alors désormais, le terme de droite ou de gauche s'emploie dans beaucoup de langues, pas seulement en français, ça va par exemple s'employer en italien ou en allemand, mais la définition de droite ou gauche dans d'autres langues ne recoupera pas forcément les mêmes idées qu'en France. Tout simplement parce que l'histoire aura été différente, parce que le pays est différent de nature, et parce que les problèmes auxquels le pays est confronté ne sont pas les mêmes. Voilà, ainsi s'achève ce premier hors-série, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à commenter, à me dire si jamais j'ai fait des bourdes, ou si jamais ça vous a plu, tout simplement. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur Facebook, et sur à peu près tout ce qui vous tombe sur la main, tout est à droite là. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon vote. Pour bien s'entendre sur la définition de la droite et de la gauche, je vais rappeler rapidement quelques notions historiques. Je ferai plus tard des vidéos dans le cadre d'un autre projet qui traitera le sujet en profondeur parce qu'il est absolument essentiel pour comprendre la politique actuelle. Pour le moment, voyons quelle est l'origine de ce clivage. L'Assemblée nationale se proclame constituante le 9 juillet 1789. À partir de là s'élabore la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en juillet et surtout en août. Le mot révolution se répand à partir du 14 juillet. Par un décret adopté du 5 au 11 août, la noblesse abandonne ses privilèges, ses droits féodaux et seigneuriaux. L'ancien régime social est anéanti. Le 11 septembre 1789, les députés de l'Assemblée constituante se réunissent pour délibérer sur le droit de veto accordé au roi Louis XVI. Pour voter, ils se répartissent spontanément de part et d'autre du président. À gauche, les opposants au veto, à droite, les partisans du roi. Pour la gauche, le pouvoir constituant tient tout entier dans la nation, et ainsi dans l'Assemblée nationale, alors que les monarchiens, à droite, voudraient marier raison et histoire, c'est-à-dire partager le pouvoir constituant entre l'Assemblée et le roi. La pratique se répète au mois d'octobre 1789, lorsque les députés délibèrent dans la salle du manège des Tuileries. Du côté droit de la salle, par rapport au président de l'Assemblée, se placent les hostiles à la Révolution. À gauche, s'assoient les députés révolutionnaires ou les jacobins. Cette répartition explique donc l'origine du clivage qui subsiste de nos jours à l'Assemblée, à la différence qu'à partir de cette origine, la gauche et la droite se sont scindées, à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, en différents partis dont certains ont aujourd'hui disparu, tandis que d'autres ont fusionné. La gauche est actuellement représentée par l'extrême gauche, le socialisme, mais aussi l'UMP, les républicains, bref, tous les partis politiques entre lesquels on nous laisse actuellement une illusion de choix, parce qu'ils sont républicains par essence, et que la République des Lumières a été instaurée par les révolutionnaires jacobins. Et très intéressant de voir, vous savez, le concept droite-gauche qui n'a aucun sens. Droite et gauche. Pierre est de gauche, Françoise est de droite. Qu'est-ce qui les différencie?
Rien de bien grave en réalité. Les deux veulent sans doute le bonheur et le progrès pour tous, mais chacun pense que les chemins pour y arriver sont différents. Pour faire simple, Pierre pense que les hommes naissent libres et égaux, mais que c'est surtout l'égalité qu'il faut promouvoir. Françoise pense aussi que les hommes naissent libres et égaux, mais elle estime que c'est la liberté qui prime. Et ces différences entraînent débat et incompréhension. Pierre est donc de gauche et pense que Françoise, sa cousine de droite, aime exploiter les pauvres pour être encore plus riche. Françoise dit de Pierre qu'il n'aime pas le travail et qu'il préfère le désordre des grèves à l'efficacité économique. Pierre pense de Françoise qu'elle est nostalgique et poussiéreuse quand Françoise imagine Pierre incapable de gérer correctement ses dépenses. Les clichés ont la peau dure. On dit que Pierre et Françoise sont de gauche ou de droite à cause d'une séance de l'Assemblée constituante à Versailles, celle du 28 août 1789. Juste après le début de la Révolution, l'Assemblée se réunit pour réduire les pouvoirs du roi. La question du jour était de savoir si le roi pouvait avoir un droit de veto sur les nouvelles lois, c'est-à-dire s'il pouvait s'y opposer contre l'avis du Parlement. Les plus fervents de la Révolution étaient contre. Les nobles et le clergé voulaient que le roi puisse user du droit de veto. Il se trouve que ce jour-là, ceux-ci étaient à droite de la salle, alors que les opposants au veto étaient sur le côté gauche de la salle. Les partisans du changement étaient à gauche, les conservateurs à droite. Depuis, dans le monde entier, on dit droite pour désigner ceux qui prônent l'ordre, la sécurité, la liberté économique, et gauche pour ceux qui défendent plutôt l'égalité et l'évolution des mœurs. Depuis 1789, toute la politique se lie à travers cette division, même si elle est un peu caricaturale. Mais l'intérêt de la démocratie, c'est d'avoir organisé cette concurrence entre droite et gauche de façon civilisée. La gauche et la droite se présentent aux élections et, dans la mesure du possible, se respectent. Beaucoup de gens râlent contre cette distinction entre droite et gauche qui empoisonne de nombreuses discussions et qui, plus de 200 ans après son invention, ne veut plus rien dire sur tout un tas de sujets. Mais cette distinction reste importante. Tout simplement pour qu'il y ait alternance, condition de la démocratie, et pour qu'on ait le choix entre deux façons de voir la société. Et tant pis pour les repas de famille électriques chez Pierre et Françoise. Bonsoir à tous. En premier lieu, je tiens à remercier l'Action française de m'accueillir une nouvelle fois et de me permettre de vous délivrer cette conférence que j'ai appelée « Comment peut-on être de gauche ?» Alors, l'objet initial de cette conférence, l'objet que j'avais assigné initialement à cette conférence, c'était de faire, je dirais, une mise au point sur la question du clivage gauche-droite, tant dans les médias de la réinformation que dans certaines voix émanant du système, on entend qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite. Et de fait, entre l'état-major des socialistes et l'état-major des républicains, il n'y a pas de différence de fond d'un point de vue idéologique. Et de fait aussi, nous avons vu en régional les électeurs de gauche faire barrage à la bête immonde en allant voter pour Estrosi. Il faut être motivé quand même pour voter pour Estrosi. Et pour voter pour Xavier Bertrand. Donc effectivement, il y a quand même des faisceaux d'apparence qui pourraient laisser supposer que. Moi-même, lorsque j'ai écrit mon bouquin, donc essentiellement entre 2008 et 2010, j'étais sur cette position en disant qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite. Ceci étant, depuis maintenant quelques années, ma position a changé. J'ai une position complètement inverse et bien au contraire, je pense qu'il y a une différence d'essence profonde entre la gauche et la droite. Alors, quand on y réfléchit un peu d'ailleurs, dire qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite, c'est dire qu'il n'y a pas de différence entre Radio Courtoisie et France Culture, par exemple. C'est dire qu'il n'y a pas de différence entre Serge de Beketch et Raphaël Antoven. Ou entre Roger Hollande et Jack Lang. Or, on sait qu'il y a quand même des différences de fond, on la sent instinctivement qu'il y a une différence de fond entre tous ces acteurs. Donc, il est important, selon moi, de revenir sur cette question du clivage gauche-droite, d'avoir les idées claires dessus. Et je vais plus loin en disant que l'avenir de la réflexion politique française
et de l'action politique française passe par, je dirais, un dépoussiérage et une réactivation de cette question du clivage gauche-droite. Alors tout d'abord, le clivage gauche-droite, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs idées maîtresses que j'ai envie de faire passer ce soir. La première, c'est que le clivage gauche-droite, bien plus qu'un antagonisme politique qui oppose des gens qui ont envie d'un petit peu plus d'État d'un côté et un peu plus d'impôts et un peu plus d'émigrés, à des gens qui de l'autre côté, veulent un petit peu plus de liberté, bien plus qu'une opposition au sein d'un hémicycle, le clivage gauche-droite, c'est une fracture dans la société. Ça a commencé d'ailleurs dans la société française. Alors comment est né le clivage gauche-droite? Et qu'est-ce qu'il est véritablement? Il est né un jour extrêmement précis. Il est né, sauf erreur de ma part, le 28 août 1789 à l'Assemblée constituante. Que s'est-il passé ce jour-là? Est mise au vote la question du veto royal. Les partisans du veto royal vont se mettre à droite, les opposants au veto royal vont se mettre à gauche. Donc si vous prenez cette Assemblée constituante, elle est composée sociologiquement de personnes relativement identiques. Mais, in fine, une partie de l'Assemblée va se prononcer en faveur de l'autorité de droit divin, de l'autorité du roi de France, et in fine, l'autre partie de l'Assemblée va voter contre cette autorité de droit divin. Donc voilà le clivage gauche-droite. À droite, l'ordre naturel, l'héritage spirituel de la France, et à gauche, les Lumières et la libre pensée. Sachant que l'ordre naturel, c'est un ordre qui respecte la création. Donc, par exemple, qui respecte la famille, si vous suivez mon regard, qui respecte la religion, qui respecte la propriété, les frontières, etc. Cette notion d'ordre naturel est absolument capitale. Il faut se la mettre dans le crâne, sinon on a une vue brouillée, en vérité, des événements que nous traversons. Donc voilà le clivage gauche-droite qui naît en 1789. Deuxième idée maîtresse, ce n'est pas parce que le clivage gauche-droite existe dans la société, parce que ce clivage, dont vous disais-je, c'est une fracture dans la société. Donc d'un côté, les éléments de la société qui veulent respecter l'ordre naturel, et de l'autre, les éléments de la société qui veulent s'en affranchir via leur ralliement à la philosophie des Lumières, abolir le passé pour créer un homme nouveau. C'est ça le clivage gauche-droite. C'est cette opposition entre l'ordre naturel et les Lumières. On voit ça en politique, on dit d'un côté il y a la gauche, c'est le cœur et on en abuse, alors que la droite c'est l'argent. En réalité, rien ne peut être que du cœur ou que de l'argent, et c'est le taïki des taoïstes, c'est-à-dire cette double larme dans un cercle. Alors je rappelle, c'est important de connaître la géométrie, parce que quand on calcule le périmètre du cercle, on ne sait pas que le périmètre de la goutte à l'intérieur, c'est le même. Donc on a deux gouttes, c'est deux périmètres, plus celui de l'extérieur, ça fait 3 périmètres. Selon la grandeur, la taille qu'on va donner à taïki, ça donnera des informations. Mais on se souvient que dans une larme noire, il y a un point blanc, et dans la larme blanche, il y a un point noir. C'est-à-dire une chose engendre son contraire. Trop de socialisme tue le socialisme, trop de libéralisme tue le libéralisme, etc. C'est à force de ne pas voir cela que les politiques font n'importe quoi, s'opposent, et conséquemment, comme les arguments, ils ne font rien, à part des bêtises, puisque ce qui fonctionne, c'est ce qui est obligé de fonctionner. C'est ce qu'on voit dans le monde hospitalier. Quand on réduit les moyens financiers de l'hôpital, on agrandit les pertes financières sociales, parce qu'on ne peut pas avoir un monde de malades qui restent malades, sans être au travail, sans être dans la vie de génération créatrice, etc. Donc c'est une bêtise profonde que d'assécher le monde hospitalier. Ce qu'il faut, c'est que comme, par exemple, n'importe quel organe du corps, il doit avoir sa quantité de sang utile pour le travail. Si on lui met trop de sang utile, c'est-à-dire d'argent dans le monde économique, il va se noyer dans ce sang-là, il ne fera pas son travail. C'est ce qu'on peut reprocher aux riches, ils ne font pas leur boulot de riches. Le riche, il doit choisir, c'est ça sa force, dans quoi il met l'argent pour améliorer le sort de ses contemporains. Mais bon, on a compris, il y a des gens qui possèdent 100 milliards d'actifs, mais qu'ils les gardent parce que pour eux, ils n'ont rien compris à leur situation. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas philosophes. Le sang qu'on met en
en sachet. Si on ne le met pas à disposition des personnes en souffrance, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, il est inutilisable. D'ailleurs, petite parenthèse, on vous dit que c'est gratuit le sang. En réalité, ça coûte très cher et on fait payer le sang aux personnes qui sont malades, mais c'est remboursé par la Sécu. Donc c'est une hémorragie d'argent de la Sécu vers un système hospitalier pourri. Parce qu'il y a aussi des abus dans tous les systèmes. Le fait même d'être un système, au lieu d'être une cohérence, c'est un abus. Et ils ont, toujours attirés par le nouveau, toujours attirés par cette idée de la nouveauté, car ces gens qui n'ont pas de racines, ces gens qui ne savent pas d'où ils viennent, sont comme des alouettes face à un miroir. Tout ce qui brille les attire. Le libéral, comme le bourgeois de gauche, est toujours attiré par ce qui brille, parce qu'il ne sait pas quelle est la valeur d'une pierre, d'un enracinement, de fondation, de tréfonds, donc le superficiel. Alors quant à Léon Bloy, là on est avec une autre stature. Alors lui est totalement inclassable puisque contrairement à certaines personnes qui ne sont ni de droite ni de gauche, Léon Bloy était évidemment et de droite et de gauche, exactement comme Louis-Ferdinand Céline et d'autres écrivains, puisque c'est bien ça qu'il faut réussir à faire. C'est la synthèse en soi de la droite politique et de la gauche politique. Eh bien, enfin, de la droite politique intelligente et de la gauche politique intelligente. Eh bien, Léon Bloy, d'une certaine manière, c'était ce qu'il avait fait, puisque il était, bien sûr, de par sa formation et son être catholique, irréductiblement du côté des pauvres. Il était irréductiblement anti-bourgeois. Mais c'était un véritable anti-bourgeois et quelqu'un qui a scruté beaucoup mieux que Flaubert la bêtise bourgeoise et qui en a donné les arguments authentiquement théologiques et dans un certain sens ésotéristes, c'est-à-dire qu'il expliquait pourquoi la bourgeoisie était existante. Il dit même dans son exégèse des lieux communs cette phrase extraordinaire. Il dit, je vous cite de mémoire, il dit que le bourgeois est de manière très sourde, de manière très cachée et secrète, le bourgeois est un anarchiste. Il fallait le trouver ça à l'époque, hein, en 1890, hein, quand fleurissaient les mouvements anarchistes contre... Mais le bourgeois est un anarchiste dans le sens où c'est un individu. Un individu, enfin plutôt, excusez-moi, un individualiste, mais contrairement à des anarchistes plus nobles, c'est un individualiste justement sans individu, le bourgeois. Eh bien ça, Bloy l'avait vu. Et très intéressant de voir, vous savez, le concept droite-gauche qui n'a aucun sens. Et la partie qui nous intéresse ici, pour remonter la genèse philosophique, c'est de vous parler de ce qui s'est passé avant 1789. Il n'existait pas, certes, de gauche et de droite. Mais, comme vous le savez, l'éclatement, le renversement de la Révolution française n'est pas apparu en quelques jours, ni même en quelques décennies. Cela est le fruit d'une longue préparation au fil des siècles, d'une conjonction de facteurs, d'évolution, d'un changement de philosophie dans la société, chez des élites, dans certains milieux, dans certains salons, où des idées se sont répandues, etc., ont germé pour arriver jusqu'à concevoir un renversement de l'ordre naturel. Et tout a commencé d'un point de vue philosophique au XIIIe siècle, oui, avec le nominalisme de Guillaume d'Occam. Et d'un point de vue spirituel, en réalité, il faut remonter à la genèse, à l'origine du monde, parce que cette opposition n'est autre que la rébellion de l'homme contre Dieu par orgueil, puisqu'il nie l'existence de Dieu, ou alors justement il refuse d'obéir à Dieu pour suivre ses propres lois, ce qui n'est autre que soit le péché originel, soit tout simplement ce que Satan a fait en refusant justement de se soumettre à son créateur qui est Dieu. Bref, je voulais revenir donc sur la genèse philosophique qui a été sous-jacente à cette Révolution française, à cette fracture non seulement sociale, certes, mais aussi c'est une division, c'est une fracture dans les esprits, parce que c'est la tournure même des esprits qui en est affectée, non seulement par le conditionnement républicain, par l'éducation qui a pour vocation, comme vous le savez, les révolutionnaires ne s'en sont jamais cachés. Jean Viguerie, historien spécialisé dans l'histoire de l'éducation, justement, le démontre
à force d'exemples. Il y avait de toute façon des catéchismes du citoyen. Il fallait créer un peuple nouveau. Et cela passe par les esprits. Ce grand remplacement des Français par le jacobin ou le citoyen a lieu d'abord dans les esprits pour que les gens deviennent eux-mêmes le pilier de la République, pour que eux-mêmes adhèrent à la République tout en se croyant libres de suivre leur propre volonté. Et tout ça a débuté au moins au XIIIe, XIVe siècle avec le nominaliste Guillaume d'Occam qui a rompu avec la papauté et qui s'est dressé contre la philosophie de saint Thomas d'Aquin, son ordre naturel, son réalisme, pour imposer sa philosophie qui a été reprise au fil des siècles et dont on voit l'aboutissement aujourd'hui. Je vais faire une vidéo de toute façon sur le nominalisme et le réalisme parce que c'est fondamental de bien comprendre les origines de cette pensée, de cette philosophie, cette vision du monde en fait, qui nous influence aujourd'hui encore. Et je vous résume quand même très rapidement la philosophie nominaliste de Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam, alors je précise aussi encore, je vais faire une vidéo sur l'ordre naturel. Je suis en train de travailler, ça sera même je crois le thème de mon essai, quand j'écrirai un essai. Cette question-là d'ordre naturel, de droit naturel, en fait, me passionne complètement et c'est lié totalement à l'ordre naturel de la France et au réalisme. Donc pour vous le dire très rapidement, je vais expliquer dans une vidéo, l'ordre naturel, c'est le fait de dire qu'il y a un principe premier, un premier moteur à la création du monde et qui a créé des genres, des espèces, avec une hiérarchie et que tout cela est ordonné pour former un tout, un univers harmonieux où chacun accomplit son propre rôle en fonction de sa nature singulière mais fait également partie de ce tout, d'où l'existence de communautés naturelles telles que la famille, la cité ou l'État et que cet ordre naturel existe indépendamment de notre perception, de tout regard humain. C'est la réalité en fait. Guillaume d'Occam nous dit pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas d'ordre naturel, c'est pas vrai, c'est qu'une perception. En fait, on ne peut avoir la connaissance parfaite, et cette connaissance est intuitive et immédiate, des individus seuls. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'il y a des genres et des espèces. On ne peut pas dire qu'il y a des hommes. On dit qu'il y a des hommes, on prend ce signe, ce nom du langage en fait, homme, pour désigner des individus singuliers donc, qui ont des caractéristiques communes. Ils se ressemblent, ils ont effectivement, quand on les voit de loin arriver, effectivement on peut voir que ce sont des hommes, on peut même voir qu'il y a un genre, mais on n'est pas sûr que tous les hommes soient comme ça. C'est notre perception qui a vu des caractéristiques communes et par facilité, c'est juste un élément de langage, de dire que ce sont des hommes, à la fois de sexe masculin, à la fois d'être humain en fait. On ne sait pas. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que ce sont des individus singuliers. On peut voir que c'est Paul, Pierre, Jacques, Socrate, Platon, etc. C'est tout. C'est la seule connaissance qu'on peut avoir. Le reste n'est qu'une perception subjective et donc très imparfaite, qu'on ne devrait même pas imposer. Il n'y a aucun ordre naturel, il n'y a aucune espèce, il n'y a aucun genre. C'est la querelle des universaux. Parce que vous voyez que saint Thomas d'Aquin et les réalistes soutenaient le contraire. Et donc, l'existence précède l'essence. Le nom ne définit plus, le nom n'est plus qu'un élément de langage, de pensée humaine, donc a priori imparfaite et incomplète et même subjective en soi. Donc c'est pas parce que vous nommez homme que c'est l'essence de cet individu. Cet individu est un homme au singulier, il existe indépendamment du nom que vous lui donnez. C'est le contraire dans la philosophie réaliste de saint Thomas d'Aquin. Je vous donne un exemple que je sais plus si je l'avais repris dans une vidéo, je l'avais pris dans une conférence. En tout cas, quand vous voyez dans la Genèse la Bible, Dieu amène les animaux à Adam, qui les nomme tous naturellement. Mais Adam ne réfléchit pas pour les nommer, il leur donne un nom parce que c'est le nom qui correspondait comme une évidence à l'essence même de ces animaux, parce que l'essence a précédé leur existence en fait. Et on voit d'ailleurs que Adam et Dieu parlent naturellement le même langage, parce que le langage nous a été donné justement au-delà de nous-mêmes, par Dieu, par un principe supérieur, un premier moteur. Ce n'est pas notre petite pensée qui a fait les noms, et c'est pour ça que chaque nom est l'essence d'un être en fait, d'un individu. Donc l'essence précède l'existence dans la philosophie réaliste.
Et voilà ce que nous dit Guillaume d'Occam. Il place au contraire l'individu singulier au centre du monde déjà de cette façon-là, puisque la connaissance parfaite ne peut être que celle d'un individu. Il n'y a plus d'ordre naturel. Et vous voyez que à partir de cette philosophie, d'une part, on a l'aboutissement visible aujourd'hui dans la société avec l'actualité, avec par exemple des personnes qui déclarent, qui poussent simplement le raisonnement jusqu'à son terme, ça se radicalise, j'allais dire jusqu'à l'absurde, mais pour ces personnes-là c'est la vérité, puisque bon, elles sont dans cette philosophie, à savoir que le sexe biologique, donc ce que vous voyez là par exemple, ne correspond pas au genre. C'est pas parce que j'ai des traits de femme que vous pouvez savoir que je suis une femme. C'est moi qui me définis en tant que femme. C'est moi, individu singulier, qui a une connaissance parfaite et intuitive de moi-même, qui peut vous dire oui je suis une femme, non je suis un homme en fait. Et c'est de là, c'est du nominalisme pur. Et le nominalisme c'est une falsification de la perception de la réalité. Il n'a pas le pouvoir de falsifier la réalité, mais il falsifie la perception et la pensée que l'on a de cette réalité et dit à l'homme qu'il peut façonner la réalité à sa guise, en fonction de sa pensée, mais qu'il ne peut être sûr de rien. On voit aussi que cela introduit le principe cartésien du doute méthodique. Qu'est-ce que je sais vraiment ? Qu'est-ce que je peux avoir comme connaissance ? À quoi ai-je accès ? À rien d'autre qu'à moi-même. Je pense, je suis. Donc je peux que me connaître immédiatement et intuitivement. C'est la seule chose dont je sois certain ici-bas dans cet ordre naturel, dans ce monde en fait. Il n'y a pas d'ordre naturel. Tout ça n'est qu'une perception. Tout ça peut être une tromperie. On voit à quel point Descartes lui-même... je ne peux pas dire qu'il a été pétri par ces philosophies-là, mais on voit comment par cette philosophie a évolué en fait avec une conjonction de facteurs jusqu'à donner justement l'individualisme, le doute méthodique, l'humanisme et l'anthropocentrisme notamment. Le nominalisme a ouvert justement une nouvelle perception de la réalité qui va aussi de pair avec l'esprit mécaniste qui est relié à l'humaniste. Là on passe plutôt du 15e au 17e siècle. Peu à peu, des philosophes vont commencer à détruire le dogme de la chute. C'est-à-dire qu'on va contester le fait que l'homme soit né avec le péché originel. On va aussi donner une autre vision de la nature et du corps humain, du fonctionnement des individus. C'est l'esprit mécaniste. C'est-à-dire que Dieu n'est plus qu'un grand architecte de l'univers. Toute la nature est mathématique. C'est le principe de l'horloge. Tout fonctionne comme un automate. Tout est réglé selon des règles, des lois. Et il appartient à l'homme de les découvrir. Il n'existe plus de mystère. Il n'existe plus de miracle. C'est simplement ces phénomènes-là que l'homme peut observer sont simplement nommés comme tels parce que l'homme ignore les causes. Et donc, par superstition, il dit que ce sont des miracles et des mystères. Et comme on prétend encore croire en Dieu dans cette société, on va dire que Dieu a créé le monde de façon forcément bonne, certes, mais qu'il a laissé à l'homme le soin de parachever sa création en ayant une emprise sur la nature, en forgeant lui-même la nature. L'homme doit parachever la nature. Et comme le disait le philosophe Marcel Descartes, dont je vous parlerai dans une bonne lecture, c'est l'homme qui dénature la nature. Et il dénature aussi sa propre nature en se faisant lui-même. Et donc l'homme va commencer justement à façonner, à dénaturer la nature et à rompre avec la nature, sous prétexte qu'il doit maîtriser toutes ses lois et il doit asservir la nature, au lieu de vivre en harmonie avec elle, parce qu'elle est inachevée. Elle est inachevée et doit donc être achevée au service de l'homme. On va tomber également dans l'humanisme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est au centre du monde. C'est la connaissance de l'homme qui est plus importante que celle de Dieu. Donc c'est forcément, vous voyez, le corollaire de l'anthropocentrisme qui va être tout simplement l'aboutissement, je le dis de manière très succincte, de cette philosophie. Et un point très important aussi qui en découle, c'est l'idéalisme, forcément, qui découle de cet individualisme aussi. À savoir le fait que on tombe dans un ensemble de règles a priori abstraites qui sont tout simplement le fruit de l'idée de l'homme. C'est l'homme qui par sa propre idée façonne le monde. Il n'y a plus d'ordre naturel comme je vous l'ai dit. Donc l'idéalisme c'est le fait de façonner par son idée, par son esprit, par sa raison l'homme. D'où le rationalisme qui s'oppose à la raison tout simplement ou au réalisme. Et donc sous prétexte de raison, l'homme va se mettre à se détacher de la réalité pour au contraire plonger dans le monde de ses
ses idées et confondre ses idées, qui va ériger en système de philosophie, de loi aussi, parce que de là vient le positivisme juridique. Je vais y revenir dans 2 secondes. Et donc c'est à partir de cela qu'il va façonner sa perception de la réalité. Je vous ai parlé de droit, de positivisme juridique. Pourquoi? Parce que c'est sur cette distinction, sur cette division du droit naturel en fait, du système juridique, de la pensée juridique que se fonde l'opposition entre le réalisme et le nominalisme. Avant, on était dans une conception du monde qui était indissociable de celle du droit, la philosophie antique classique du droit naturel. Aujourd'hui, on est dans le positivisme juridique qui n'est autre qu'un ensemble de règles abstraites, purement humaines, conçues par l'esprit humain, a priori, c'est-à-dire qu'elles sont conçues de manière abstraite, je l'ai dit, c'est-à-dire a priori c'est en amont de tout fait, de toute circonstance. On n'est plus dans l'observation de la nature pour en tirer des lois qui proviennent d'un principe supérieur à l'homme, on est dans l'idéalisme, toujours dans cette création de règles qui émanent de l'homme et que l'homme s'applique à lui-même en tant que son propre souverain et qui sont détachées des circonstances, qui sont détachées des faits. Et on a là une morale universelle qui est reliée, comme je vous disais, à l'humanisme, mais l'humanisme va donner lieu à l'utopisme. L'utopisme, c'est justement cette conception d'une société idéale où l'homme règne comme à son propre souverain, comme un maître. C'est l'état absolu qui se dessine, sans besoin de tirer les lois en fait d'un principe supérieur. Il tire les lois de lui-même, parce que lui déclare son droit à avoir accès au bonheur et à faire son propre bonheur. Si l'homme fait l'homme, s'il n'y a plus de Dieu, l'homme est capable de faire son propre bonheur sans Dieu. Ce sont des notions très complexes que j'évoque simplement. Je sais que c'est difficile à comprendre si vous n'avez pas déjà des bases de philosophie. C'est pour ça que je vais faire des vidéos pour tout détailler précisément. Et que toutes les petites vidéos qui vont se succéder dans cette playlist clivage gauche-droite vont venir compléter celle-ci qui est un petit peu le fondement de base, la vision la plus globale et la plus générale de ces concepts, où j'étale tout un petit peu de manière chronologique. Enfin, un dernier élément aussi, toujours en vigueur actuellement, duquel je dois parler, c'est le matérialisme. Le matérialisme, au sens philosophique du terme, n'est pas le culte des objets matériels. C'est le fait de déclarer que si nous sommes des hommes, et si le monde est tel qu'il est, et si la Terre existe, c'est par une conjonction de facteurs, c'est par hasard que la matière, qui est intelligente, eh bien, s'est agencée de telle sorte qu'elle a donné la création de l'homme. Et c'est l'évolutionnisme, c'est l'évolution de la matière toute seule, intelligente, qui a donné la Terre avec le Big Bang, vous savez, cette matière qui a explosé avec les hommes, etc. Une remarque à faire sur l'évolutionnisme, on remarque qu'on part du plus bas, du singe ici en l'occurrence, pour monter vers le plus haut, pour s'élever. C'est exactement pareil avec la démocratie, on nous dit qu'on part du bas, du peuple, pour monter, s'élever, le pouvoir. C'est vraiment le renversement, le contraire de l'ordre naturel, où tout vient au contraire d'en haut et descend en bas, forcément, parce que tout est issu d'un principe supérieur, d'un premier moteur. Et donc tout ne peut que descendre de manière hiérarchisée et ordonnée vers les sphères les plus basses, justement, pour que tout soit dans une harmonie, un équilibre harmonieux. Et donc, comme vous le voyez avec ce matérialisme, l'homme n'a plus d'autorité qui lui est supérieure. Il est totalement libre, libéré de tout déterminisme. Donc il est son propre Dieu et il peut s'obéir lui-même et se façonner lui-même. Simplement, c'est technique. La politique et les victoires en politique, elles ne sont pas faites de soustraction, elles sont faites d'addition. Et le savoir-faire politique dont Jacques Chirac a donné la preuve avec la dissolution, il le confirme avec son comportement vis-à-vis de la droite. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, non seulement son camp est désuni, mais non seulement il se passe ce qui est son affaire des services du Front National ou des voix du Front National, mais il a également écarté Villiers, Millon,
passe quoi? C'est-à-dire qu'il réduit sans cesse. Oui. Je vous signale que Nab s'ennuie. Hein. Je suis désolé. Nab s'ennuie terriblement. Hein. Oui, je suis désolé, on s'ennuie toujours quand on entend parler des autres. Bah oui. Et... Encore une fois. On va passer à plus vache encore. Alors on va passer à plus vache pour reprendre votre terme. Alors par exemple, bon, j'ai rien trouvé sur Chirac. Oui, mais alors Mitterrand, vous le vomissez, vous? Oui, entre autres, oui. Ah oui, non, mais oui, Mitterrand... C'est parce que c'est le dictateur sous lequel j'ai souffert. Voilà, c'est ma génération, donc c'est normal. Mais ça aurait pu être un autre, c'était pareil. C'est le pouvoir que je vomis, évidemment. Le dictateur? Bah oui, on a vécu sous une dictature morale épouvantable. Et ça continue d'ailleurs. Oui, que Chirac ou pas. C'est pour ça que j'ai fait un texte qui s'appelle Mitterrand l'imputrescible. Oui, qui est terrible. Parce qu'il est mort, mais il continue de pourrir, si vous voulez. Oui. Ce qu'il a inventé, c'est même pas une question de politique. Ce qu'il a inventé, c'est cette moralisation et cette idéologisation. C'est ça que je voulais vous dire, car moi je suis ni de droite, ni de gauche, ni des extrêmes, ni du centre. Je suis au-dessus, je plane comme un aigle un peu myope. Alors évidemment, quand je fonce sur ma proie, des fois je crois que c'est un mouton, c'est un lapin, ou l'inverse. Hein, c'est pareil. Mais il faudrait quand même se réveiller, parce que là on est quand même en 1999. On va bientôt être à l'an 2000, et ça sera peut-être un jour, j'espère, je verrai ça, la fin de l'idéologie. La fin de la politique, c'est même pas une question de droite ou de gauche, il faut arrêter de croire que les gens qui nous regardent peut-être, à mon avis c'est fini, sont encore intéressés par ces problèmes-là. Pourquoi? Mais pas du tout. Voilà, le problème politique, si vous voulez, est complètement dépassé et complètement démodé. On s'en ira beaucoup, mon père. Ça va être sinistre, votre existence. Non, car il y a quelque chose de beaucoup plus politique que la politique, c'est l'être humain. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Par exemple, il y a une énorme... Il y a une... Humanitaire, Non, je ne suis pas humanitaire, parce que... Non, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on est dans la mode et la tragique mode du citoyen. Tout le monde doit être un citoyen. Et personne ne doit être un individu. C'est ça, c'est qu'on est en train de tuer absolument tout ce qu'il y a d'individuel. Alors c'est peut-être, ça rejoint votre thème, un individu en effet doit être insolent, doit être vache, doit dire ce qu'il pense et doit être enfin quelqu'un de la vérité. Parce qu'en effet l'insolence est de droite, en effet, l'insolence est de droite, mais la vérité est de l'art. Et moi je suis du côté de l'art. C'est encore beaucoup, à mon avis, beaucoup plus important aujourd'hui de le dire que de faire de la provocation ou que d'être insolent. On voit ça en politique, on dit d'un côté il y a la gauche, c'est le cœur et on en abuse, alors que la droite c'est l'argent. En réalité, rien ne peut être que du cœur ou que de l'argent, et c'est le taïki des taoïstes, c'est-à-dire cette double larme dans un cercle. Alors je rappelle, c'est important de connaître la géométrie, parce que quand on calcule le périmètre du cercle, on ne sait pas que le périmètre de la goutte à l'intérieur, c'est le même. Donc on a deux gouttes, c'est deux périmètres, plus celui de l'extérieur, ça fait 3 périmètres. Selon la grandeur, la taille qu'on va donner à taïki, ça donnera des informations. Mais on se souvient que dans une larme noire, il y a un point blanc, et dans la larme blanche, il y a un point noir. C'est-à-dire une chose engendre son contraire. Trop de socialisme tue le socialisme, trop de libéralisme tue le libéralisme, etc. C'est à force de ne pas voir cela que les politiques font n'importe quoi, s'opposent, et conséquemment, comme les arguments, ils ne font rien, à part des bêtises, puisque ce qui fonctionne, c'est ce qui est obligé de fonctionner. C'est ce qu'on voit dans le monde hospitalier. Quand on réduit les moyens financiers de l'hôpital, on agrandit les pertes financières sociales, parce qu'on ne peut pas avoir un monde de malades qui restent malades, sans être au travail, sans être dans la vie de génération créatrice, etc. Donc c'est une bêtise profonde que d'assécher le monde hospitalier. Ce qu'il faut, c'est que comme, par exemple, n'importe quel organe du corps, il doit avoir sa quantité de sang utile pour le travail. Si on lui met trop de sang utile, c'est-à-dire d'argent dans le monde économique, il va se noyer dans ce sang-là, il ne fera pas son travail. C'est ce qu'on peut reprocher aux riches, ils ne font pas leur boulot de riches. Le riche, il doit choisir, c'est ça sa force, dans quoi il met l'argent pour améliorer le sort de ses contemporains. Mais bon, on a compris, il y a des gens qui possèdent 100 milliards d'actifs, et qu'ils les gardent parce que pour eux, ils n'ont rien compris à leur situation. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas philosophes. Le sang qu'on met en sachet, si on ne le met pas à disposition des personnes en souffrance, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, il est inutilisable.
D'ailleurs, petite parenthèse, on vous dit que c'est gratuit le sang. En réalité, ça coûte très cher et on fait payer le sang aux personnes qui sont malades, mais c'est remboursé par la Sécu. Donc c'est une hémorragie d'argent de la Sécu vers un système hospitalier pourri. Parce qu'il y a aussi des abus dans tous les systèmes. Le fait même d'être un système, au lieu d'être une cohérence, c'est un abus. Et donc je voudrais aborder maintenant une question qui se pose et qui se voit partout où il y a des assemblées démocratiques qui gouvernent des nations. Je veux dire que partout dans le monde, et cela dès l'Antiquité, on voit apparaître ce qu'on pourrait qualifier, pour simplifier, et ce depuis la Révolution française, la droite et la gauche. En réalité, le terme de droite et de gauche sont arrivés matériellement parce que les députés, en s'installant dans les grandes assemblées où ils discutaient, se sont mis à droite lorsqu'ils avaient telle opinion particulière et plutôt à gauche, se sont regroupés ensemble à gauche lorsqu'ils avaient une opinion tout à fait différente et qui est en rapport avec la première. Alors, je voudrais me demander si cette distinction entre droite et gauche qu'on voit particulièrement dans les partis politiques à l'heure actuelle, si cette distinction est artificielle ou si au contraire elle a un fondement profond dans ce qui fait la psychologie humaine, la nature humaine elle-même. D'abord, pour en revenir à un aspect historique, on voit cette distinction entre droite et gauche, entre, on pourrait dire pour résumer, entre autorité et exercice de la douceur. On la voit dès l'Antiquité. On se souvient par exemple des débats épiques dans le Sénat romain, lors des guerres puniques, avec quelqu'un comme Caton l'Ancien, qui pourrait maintenant être considéré comme quelqu'un de droite et qui disait sans arrêt « il faut détruire Carthage ». Et puis en face, d'autres députés qui disaient « non, il faut négocier, on doit pouvoir s'arranger, il faut chercher un modus vivendi avec Carthage ». Donc si on résume, la position de la droite, c'est une position en général qui est plus du côté de l'exercice de l'autorité, et la position de la gauche est plus du côté de l'exercice d'une certaine douceur. Alors, commençons par nous demander si cette distinction entre autorité et douceur est quelque chose qui correspond à la nature humaine. Je dirais que oui, et j'en tiens pour preuve quelque chose, une sorte de distinction qui date de bien avant l'Antiquité. Je dirais qu'elle date presque de l'âge du bronze, ou même peut-être du néolithique. Dans le taoïsme, donc une sorte de sagesse, de philosophie de l'Extrême-Orient, née il y a bien longtemps, on voit apparaître très tôt, outre des choses très relatives, cette espèce d'espoir de vivre toujours sur Terre à travers des remèdes de bonne femme, on pourrait dire cela, mais on voit apparaître très tôt cette distinction entre deux pôles dans la nature humaine, et qui est connue, qui est symbolisée par ce schéma qu'on voit partout, et qui a été mis à la mode en Occident à partir des années 70. Il s'agit de ce qu'on appelle le yin et le yang. Donc ces anciens sages avaient remarqué que dans la nature humaine elle-même, il y avait une distinction entre deux pôles qui devaient s'harmoniser ensemble pour arriver à un équilibre. Ils sont entrelacés un petit peu comme deux poissons, on le voit dans ce cercle, et lorsqu'ils sont en harmonie, ils forment un cercle parfait, avec l'œil noir dans la partie blanche et l'œil blanc dans la partie noire. Eh bien, pour les anciens taoïstes, ce yin et ce yang étaient, comment dirais-je, la complémentarité de contraires qui donnait l'harmonie. Par exemple, la chaleur intense, mélangée à la froideur intense, donnait la tiédeur où peut se développer la vie. Eh bien, cette distinction appliquée au monde physique, là où la vie humaine se développe, donc autour de 30 degrés, et là où elle est impossible quand il n'y a que du yin, donc du froid glacé, ou du yang, à savoir de la chaleur intense, elle a été appliquée par la suite à toutes les réalités humaines, à commencer par la complémentarité dans le couple entre l'homme et la femme, et dans la famille entre le père et la mère. Et évidemment, habituellement,
comme il est naturel, la partie qui est plutôt du côté de la force, avec, à l'intérieur, une part de douceur, a été appliquée à l'homme, tandis que la partie qui est douce, avec, à l'intérieur, une part de force, a été appliquée à la femme. Et ceci avec une très grande souplesse, évidemment. Il y a donc, si on suit ce schéma, dans l'homme une part de féminité et dans la femme une part de masculinité. Évidemment, les féministes des années 70 qui voulaient nier cette complémentarité des sexes se sont fortement opposés à ce schéma en disant qu'il était caricatural et fondé sur quelque chose qui avait été imposé artificiellement par l'éducation. Mais en réalité, 50 ans après la grande révolution des mœurs de mai 68, on voit que jamais, autant que maintenant, la féminité n'a été aussi féminine et la masculinité aussi masculine. Ce qui n'empêche que, dans certains individus, peu nombreux, les valeurs peuvent être renversées. Il y a des hommes complètement du côté de la féminité et des femmes très très masculines. Cette distinction entre deux pôles, telle que je viens de l'indiquer, on peut, pour simplifier, dire qu'elle représente d'un côté ce qui est masculin et de l'autre côté ce qui est féminin. Ce que tout être humain, lorsqu'il regarde la complémentarité entre l'homme et la femme, constate. Il est vrai que l'homme, avec sa voix grave, avec sa force, avec sa tendance à être fort quand il faut attaquer pour défendre son foyer, eh bien on lui attribue le côté masculin. Il est aussi du côté de l'efficacité, il aime bien être efficace. Et sa grande fierté, justement, c'est que par son travail, sa famille soit en sécurité. La femme, elle, avec son corps plus en rondeur, sa voix plus douce, qui est plutôt dans la patience que dans l'attaque immédiate, dans la durée, avec son attention aux relations humaines, eh bien, elle est plutôt du côté d'un pôle complémentaire qu'on peut appeler un pôle féminin. Eh bien, c'est ainsi qu'on le voit fondamentalement dans la nature humaine, je dirais de manière innée, dans cette distinction entre l'homme et la femme, il y a une sorte de distinction qu'on va pouvoir appeler tout à l'heure la droite et la gauche, lorsque c'est appliqué à la politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit au niveau de la famille. Si il y a déséquilibre entre ces deux forces complémentaires et harmonieuses, ça ne va pas. Par exemple, imaginons un homme qui n'a pas sa part de douceur, de féminité, donc qui se comporterait comme une brute, qui a l'autorité, qui n'a jamais un seul regard de douceur. Et de l'autre côté, imaginons une femme qui n'aurait pas de force, qui serait que tendresse, douceur, écoute, obéissance, attention. Eh bien, ça ne va pas. Ça forme un excès, aussi bien d'un côté que de l'autre, et les enfants ne peuvent pas s'en sortir face à une telle éducation excessive. Je dirais que ce schéma-là, où la partie masculine a trop de force, on l'a vu s'établir en Europe occidentale, à l'époque de Sigmund Freud, dans son enfance. Ce qui l'a tellement traumatisé, qu'il a fini par dire que le père était le gêneur, par son surmoi autoritaire dans la relation de tendresse entre l'enfant et sa mère. À l'inverse, après mai 68, on a souvent vu le schéma inverse. Ça veut dire que ce qui était exalté, c'était l'amour, l'attention, l'écoute, la tendresse, la discussion. Et toutes les valeurs comme l'autorité, la sanction, la fessée éventuellement, qui peut tomber lorsque l'enfant abuse, étaient mises en méfiance, presque au tribunal, au point que les hommes, à un moment donné, n'ont plus osé exercer d'autorité, ayant peur, évidemment, de briser la relation du couple, et donc laissant filer, parce que, à défaut, comment dirais-je, d'un mal pire, ils préféraient un mal moins grave. C'est en tout cas le pari qu'ils faisaient. Eh bien, je dirais que lorsque ce schéma de psychologie est appliqué au domaine des sociétés plus grandes, comme les nations, mais aussi les cités, eh bien, on voit apparaître exactement les mêmes pôles de complémentarité et de lutte, qui peuvent s'opposer parfois durement et parfois, au contraire, se compléter. Et je dirais en plus que les mécanismes qu'on voit dans le domaine de la politique, les excès, les conflits, les divisions parfois,
parfois l'excès de la droite, parfois l'excès de la gauche, ce qu'on appelle l'extrême droite et l'extrême gauche, eh bien, on peut repérer les mêmes schémas de déséquilibre dans les couples et dans les relations des parents avec les enfants. Comme si, au niveau de l'État, on avait une projection, au niveau d'une communauté universelle, de ce qui se passe au niveau de la petite communauté familiale. C'est tout à fait cohérent. Finalement, une nation, ce n'est que la somme de personnes humaines qui ont une psychologie à la base. Alors, je voudrais manifester quelles sont habituellement les valeurs qu'on attribue à la droite, donc au pôle, on pourrait dire, masculin dans la politique, et à la gauche, donc par comparaison avec cet ancien schéma taoïste, au pôle féminin dans la politique. Il suffit de regarder divers domaines d'exercice. Prenons par exemple la question du gouvernement, tel qu'on gouverne un peuple. Eh bien, on dira qu'un gouvernement est plutôt du côté de la droite lorsqu'il use de l'autorité, de la force, lorsque parfois, avec éventuellement l'aide de la police, il impose des règles qui permettent un ordre social. Et on dira qu'une politique, un gouvernement est plutôt du côté de la gauche lorsqu'elle procède plutôt par mode de dialogue, de discussion, sans jamais rien imposer, mais toujours par l'explication. Alors on le voit tout de suite ici. Lorsqu'un gouvernement est totalement à gauche, qu'il ne fait que discuter face à un peuple qui, lui, a certains intérêts personnels, des intérêts catégoriels, eh bien, il ne peut jamais prendre de décision. Parce que la discussion, évidemment, ne marche que si, en face, on a une certaine soumission à des arguments valables. Mais au contraire, si un gouvernement est exclusivement du côté de la droite, eh bien, il a tendance à s'imposer violemment et à imposer des règles que le peuple aura du mal à supporter, qu'il considérera presque comme tyranniques. Ce qui fait un gouvernement équilibré, en réalité, et on le voit dès cet instant-là, c'est l'équilibre des deux. Et on retrouve le schéma que j'avais indiqué tout à l'heure, le yin et le yang. Correspond à la nature humaine pour qu'elle soit bien gouvernée. C'est à la fois l'explication qui est donc patiente, qui prend son temps, et puis, à un moment donné, une décision ferme. Et quand la décision est prise, elle est imposée. Je dirais qu'habituellement, d'ailleurs, tous les êtres humains, ce qu'ils aiment comme forme d'autorité, c'est une main de fer dans un gant de velours. D'où ce proverbe-là, qui correspond à tous les hommes. Je dirais que les personnes qui sont gouvernées, il y a deux choses qu'elles ne supportent pas. Lorsqu'il y a, par exemple, un prof qui est trop dur, trop sévère, trop cassant, ou à l'inverse, un prof qui n'aurait strictement aucune autorité, qui ne sait pas s'imposer et imposer sa manière de faire cours. La vérité, encore une fois là, elle est dans le juste milieu. Une main de fer, donc de l'autorité qui prend des décisions, dans un gant de velours, ça veut dire avec douceur, avec explication, avec patience. Alors, on peut appliquer cette distinction entre droite et gauche à tous les niveaux. Si par exemple on l'applique en économie, eh bien on dira qu'en économie, la droite, elle est plutôt pour le travail, bien fait, ordonné, sérieux, des gens qui se donnent à leur profession, qui ne tirent pas au flanc. La gauche, au contraire, elle va être plutôt pour que le travail soit accompagné de repos, qu'on puisse souffler, qu'on ne mette pas toute sa vie dans la production, mais qu'il y ait à côté de cela une humanité qui s'exerce. Et bien là encore, on le voit, l'excès d'un ou de l'autre pôle détruit l'économie. S'il n'y a que la droite pure, sans aucun élément de gauche, ça veut dire que le travail est perpétuel. On ne cherche que la productivité. Il n'y a que ça qui compte. On appellera ça le capitalisme pur. C'est ce qu'a vécu l'Europe au XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle, avant qu'il y ait les syndicats. Et s'il n'y a que la gauche pure, sans aucun élément d'ordre, d'autorité, de mise au travail, eh bien, à la rigueur, ce sera tellement cool le travail qu'on ne s'y rend pas. Et peu importe, de toute façon, c'est tellement gentil. Et du coup, la productivité s'écroule. Je peux appliquer la même chose par rapport à la gestion du chômage.
On sait que le chômage est une plaie qui dure depuis 30 ans en Europe occidentale. Eh bien, comment traiter le chômage? La droite dira, il faut baisser les charges sociales des sociétés, parce que si elles ont trop de charges, elles ne peuvent pas embaucher, ça leur coûte trop cher. Et il faut inciter les gens à se mettre au travail en baissant leurs prestations sociales, de telle manière qu'en travaillant, ils gagnent davantage qu'en étant au chômage. La gauche aura tendance à dire « Personne ne souhaite être au chômage. Si on est au chômage, c'est un malheur, ce n'est pas choisi. Tout le monde est généreux, personne n'est feignant, et donc il faut une allocation qui permette de n'avoir aucun souci, une sécurité, une allocation qui soit à peu près égale au salaire qu'on touchait avant de travailler. » Qui a raison des deux? Eh bien je dirais, ni l'un ni l'autre, mais les deux, en complémentarité. Si on n'a que l'aspect 1, et que éventuellement on poussait la droite jusqu'à supprimer les allocations chômage, eh bien on retombe dans une situation comme c'était le cas en Allemagne en 1929, lorsque il y eut du chômage et qu'il n'y avait aucune aide sociale, si ce n'est la charité des églises avec la soupe populaire. Ce fut source d'une telle rancœur contre l'État, contre ceux qu'on accusait, les banquiers, que ça provoqua, à mon avis, en partie l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. Et à l'inverse, si quoi qu'il arrive, sans surveillance, parce qu'on est naïf, on croit que tout le monde est honnête, il y a l'allocation chômage qui tombe tout le temps, dès qu'on se met en arrêt de travail, eh bien on suscitera une véritable paresse. Et c'est ce qui a coulé les systèmes d'extrême gauche, comme par exemple en Union soviétique. J'avais lu le récit de certains syndicalistes français qui avaient été invités à se rendre en URSS pour visiter une entreprise. Et ils avaient été accueillis formidablement. Il y avait des repas, il y avait de la vodka, il y avait des fêtes le soir. Et à la fin, en revenant, ils s'étaient posé la question suivante. Mais au fait, quand est-ce qu'ils travaillent? Eh bien, on a là ce qui est significatif, avec un excès de protection sociale. À savoir que le travail n'est plus fait, parce que, tout simplement, l'excès de sécurité provoque la paresse, mais que l'excès de pression provoque la démotivation, l'angoisse qui stérilise. Donc encore une fois, la vérité est au juste milieu. Alors, on peut continuer comme cela à décliner cette alternative, cette complémentarité entre gauche et droite. Lorsqu'on l'applique par exemple à la théorie de l'éducation, à l'école, eh bien je dirais que la droite en politique, elle aura tendance à dire il faut de la discipline. Il faut l'autorité des profs, des directions. Il faut éventuellement remettre, comment dirais-je, un uniforme pour éviter justement n'importe quoi au niveau vestimentaire. Il faut parfois supprimer la mixité, parce que les jeunes, pris par leurs amours d'adolescents, n'ont plus le temps pour travailler. La gauche, au contraire, dira il faut une école de liberté et de spontanéité. Le travail doit venir des élèves tout seuls qui cherchent la vérité. Le prof, c'est comme un soutien à l'extérieur qui s'approche tout doucement pour orienter par ses conseils, mais surtout pas l'homme qui sait et qui impose par autorité son savoir. Eh bien, dans ce domaine-là, encore une fois, la vérité, elle est entre les deux. Si on n'impose qu'une seule méthode pédagogique, celle de l'autorité, du par cœur éventuellement, qu'on restitue, eh bien, il est évident que les élèves ne progresseront pas par leur pensée personnelle. Ils progresseront sans doute plus tard, mais en attendant, ils restent comme des enfants obéissants. Et à l'inverse, si ce n'est que la spontanéité, leur recherche individuelle, s'il n'y a pas un professeur qui sait et qui apporte un savoir, eh bien, ils progresseront à leur niveau individuel. Et sauf ceux qui lisent personnellement, il y aura une chute du niveau catastrophique dans les écoles. Et donc, le mélange des deux, un peu de droite, un peu de gauche, une pédagogie qui sait changer, qui sait parfois faire des moments de spontanéité, mais qui sait à la fin trancher véritablement par un apprentissage, c'est celle qui sera probablement la meilleure. Alors enfin, et pour terminer par un dernier exemple, je voudrais appliquer cette complémentarité et parfois cette opposition au domaine de la morale. En morale, la droite, elle a tendance à vouloir respecter la nature humaine dans toutes ses dimensions, à ne pas vouloir s'asseoir dessus. Par exemple,
En morale, la droite considérera qu'il faut un certain respect des valeurs, de valeurs universelles comme par exemple l'honneur. Je m'engage par serment à faire quelque chose, eh bien mon honneur c'est de le faire jusqu'au bout. C'est aussi des notions comme le devoir. Si dans le cadre d'un amour, d'un couple, à un moment donné, le plaisir disparaît un peu, eh bien il reste le devoir. Je me suis engagé par serment et je le tiens. Je le tiens aussi par rapport aux enfants. La gauche aura tendance à plutôt voir des valeurs complémentaires comme par exemple la liberté, la spontanéité. Par exemple, dans un couple qui se forme, on tombe amoureux et c'est cet amour et non pas le fait d'organiser un mariage qui va fonder le couple. C'est aussi la notion de liberté, à savoir que si ce couple ne marche plus, si ce couple ne me rend plus heureux, à un moment donné, il est certain que je dois, par ma propre liberté, prendre une décision par rapport à ce couple. Eh bien, je dirais que là, encore, la vérité est entre les deux. Une morale qui serait dans le strict devoir, sans jamais aucun plaisir qui l'accompagne, le plaisir d'aimer, le plaisir d'agir pour ceux qu'on aime. Ou au contraire, si une morale est totalement dans la spontanéité du sentiment, dans la liberté, un jour ça me plaît, un jour ça me plaît plus, eh bien on peut dire que les familles seront fragilisées et qu'il y aura énormément de divorces. Donc la notion de devoir d'un côté, la notion de droit de l'autre côté sont parfaitement complémentaires et que l'un ne saurait être écrasé au profit de l'autre. Alors ce que je dis là est parfaitement réaliste, évidemment, on s'en rend compte en un instant. Cependant, ce qui est manifeste, c'est que dans une assemblée qui doit être élue, comme un spectacle qu'on fait devant le peuple, les personnes, selon leur sensibilité, selon qu'elle est plus du côté de l'ordre, selon qu'elle est plus du côté de la liberté, vont se séparer et se placer à droite ou à gauche. Et ensuite, dans le cadre d'élections démocratiques, chacun va se différencier de l'autre en insistant davantage sur ce qui fait sa sensibilité. Donc la droite va parler d'ordre, de discipline, de devoir, et la gauche face à cela va se scandaliser et va parler de liberté, de spontanéité, de plaisir. En réalité, une fois que le gouvernement est élu par le peuple, eh bien, dans le concret du gouvernement, les politiques aussi bien de la droite et de la gauche vont devenir équilibrées et modérées. Ça veut dire qu'elles vont mélanger des valeurs de gauche et des valeurs de droite. Sauf quand il y a une émotion populaire très grande et qui bascule, qui fait basculer le vote très fortement d'un côté ou de l'autre. Par exemple, justement, pour reprendre l'exemple de l'Allemagne dans les années 1929, tout se met ensemble pour qu'une émotion populaire veuille l'ordre, mais un ordre excessif, soit aussi attiré par une revanche, donc par la guerre. Et il se présente un leader charismatique qui propose cela au peuple, qui accuse d'ailleurs de tous les malheurs de l'Allemagne un complot particulier qui serait judéo-maçonnique. Comme le peuple est dans une grande émotion, qu'il manque d'argent, qu'il est humilié par la défaite de 18, eh bien son vote basculera vers la notion d'ordre, et l'ordre excessif même. Ce qui veut dire que si en général la démocratie universelle a ceci de bien que, étant partagée entre des hommes et des femmes, des personnes qui ont plus une sensibilité du devoir et d'autres de la liberté, on arrive en général à presque 50-50. Ça veut dire que le vote démocratique universel, quand la paix est dans le pays, ce vote, il est équilibrant pour une société. Il maintient les choses dans un juste milieu, sauf émotion politique particulière. Et alors on tombera soit dans l'extrême droite, soit dans l'extrême gauche, soit dans l'excès de l'ordre et de la discipline, soit dans l'excès du désordre, ou plutôt de la liberté, de la spontanéité. Alors, je voudrais maintenant analyser deux effets de lois sociologiques qui ont rapport avec la droite et la gauche, avec les alternances de gouvernement. Le premier effet sociologique que je voudrais manifester, c'est que, en réalité, les notions de droite et de gauche, je dirais qu'au cours du temps, le curseur
peut glisser tout entier comme un bloc, soit vers la droite, soit vers la gauche. Au point que, un siècle avant, un parti qui sera considéré comme de gauche pourra être considéré un siècle plus tard, en regardant ses idées, comme d'extrême droite, très dure. Eh bien, il suffit de prendre l'exemple de Clémenceau. Clémenceau, le père la victoire, le tigre, celui qui va gagner la Première Guerre mondiale comme homme politique, eh bien, à son époque, il est un homme de gauche. C'est un homme de gauche qui accède au gouvernement à un moment donné et qui fera tirer sur une foule de grévistes, parce que la grève avait abusé. Et pourtant, c'est un homme de gauche. À la fin de la guerre 14, il veut la revanche et il impose le traité de Versailles à l'Allemagne avec des remboursements énormes. Face à lui, le président américain Wilson voudrait qu'on n'humilie pas davantage l'Allemagne, mais qu'au contraire, on l'aide à se relever pour ne pas qu'elle ait envie de vengeance. Eh bien, Clémenceau s'y oppose fermement. Mais un remboursement, une dette énorme, et fait que la responsabilité de la guerre est entièrement attribuée à l'Allemagne. Et pourtant, c'est un homme de gauche. Si on regarde les valeurs de Clémenceau, c'est bien des valeurs qu'on pourrait considérer comme de droite extrême. Si à l'heure actuelle un homme disait « je mets la France au-dessus de tout » et l'Allemagne, qui n'a pas payé sa dette entièrement, doit rembourser. Et tant qu'il n'y aura pas remboursement, nous irons éventuellement dans la Roure pour mettre une occupation et lui imposer le remboursement. Eh bien, on considérerait cet homme comme étant profondément d'extrême droite. Presque 80 ans plus tard, lorsqu'on compare ce qu'on appelle en France l'extrême droite, par exemple le parti du Front National de Jean-Marie Le Pen, et qu'on regarde objectivement les valeurs, qui sont évidemment un culte de la nation, comme l'avaient les hommes de la guerre 14, la France étant ce qui est en priorité. Eh bien, on regarde et on voit que les partis politiques le considèrent comme étant d'extrême droite. Alors que si on le compare à Clémenceau, il serait considéré comme un gauchiste total. Eh bien, il s'est passé que la France, en particulier, pour prendre cet exemple-là, a subi 2 guerres mondiales qui ont été fondées sur des valeurs de droite, à savoir l'ordre, l'obéissance à ses officiers, l'admiration de son pays, le devoir qu'on porte jusqu'au bout, l'honneur. Et ça a abouti, on ne peut pas le nier, à 2 catastrophes. Le tout ayant donné en Europe près de 80 millions de morts. Eh bien, je voudrais, à partir de là, manifester un deuxième effet de sociologie par rapport à la droite et à la gauche, c'est l'effet balancier, un balancier, comme cela, qui prend à peu près, disons, 50 ans. C'est très simple. Lorsqu'on va à l'excès dans des valeurs d'un bord, comme par exemple les valeurs de la droite, ce qui est le cas pendant les 2 guerres mondiales, eh bien on peut être sûr que la génération suivante, peut-être 50 ans plus tard, peut-être 2 générations suivantes, confrontée aux conséquences de ce qui s'est passé, elle aura tendance à prendre l'extrême inverse. Et on voit bien, est-ce que les combattants de 1918 auraient pu imaginer que exactement 50 ans plus tard, 1968, on prenne pied à pied les valeurs exactement inverses de celles qu'ils avaient défendues de leur vie. Au lieu de patrie, on prend tout sauf la patrie. Les régions, l'Europe, le monde, mais certainement pas la patrie. Et dès que le mot patrie est utilisé, on parle de fascisme. Les valeurs des combattants de 14 étaient l'honneur. Les valeurs de mai 68 sont la liberté, le plaisir. Plutôt rouge, dira-t-on, que mort. Ça veut dire qu'on est prêt à livrer la France aux armées soviétiques plutôt que de se battre et de retomber dans une guerre. Les valeurs de 50 ans plus tôt, à la fin de la guerre, sont des valeurs de l'honneur du père, qui est responsable de la famille, qui a de l'autorité. Eh bien, les valeurs de mai 68 sont des valeurs plutôt maternelles, liées à la discussion, à la liberté, à la spontanéité. Et le père, il est mis en suspicion
avec la philosophie freudienne qui est mise à la mode à cette époque-là, en disant qu'il faut tuer le père, que l'autorité, c'est quelque chose qui déstructure les enfants, qui leur donne des complexes. Eh bien, on pourrait continuer pied à pied pour montrer qu'en fait, on a là un mécanisme sociologique qui ressemble à ce qui se passe chez les enfants lorsqu'il y a une crise d'adolescence. Ça veut dire que lorsqu'on a subi dans son enfance un excès de quelque chose, soit d'autorité, soit un excès d'amour, de tendresse, envahissant, de liberté spontanée, eh bien on aura tendance, parce qu'il y a un déséquilibre par rapport à ce dont a besoin la nature humaine, lorsqu'on fait sa crise d'adolescence, à prendre les valeurs inverses. Et donc, les enfants écrasés par l'autorité auront tendance, lorsqu'ils quittent la maison, à refuser l'autorité. Et les enfants qui ont eu totale liberté, qui n'ont jamais eu d'exercice d'autorité, qui ont donc dû lutter contre leurs propres pulsions, qui n'ont su gérer, n'ayant pas de sens à leur vie malgré cette liberté, eh bien ils auront tendance à essayer de retrouver des repères d'autorité. Si on suit ce mécanisme-là, eh bien on peut dire que peut-être 50 ans après mai 68, ce qui fait quelque chose comme 2018, donc c'est pas un chiffre exact, mais peu importe, on peut être à peu près convaincu qu'il y aura un basculement vers les valeurs inverses de mai 68. Ça veut dire que comme mai 68 est allé dans un excès adolescent opposé à un excès précédent, eh bien il est probable que la génération suivante retombera dans l'excès qui correspond à savoir un excès de droite. On voit déjà le mouvement se mettre en place, mais pour le moment, le mouvement est au juste milieu. On peut dire que le balancier qui était là, après mai 68, en est là. Mais je ne pense pas qu'on pourra arrêter qu'il aille là. Donc prenons quelques exemples. L'exemple de la gestion des criminels. La gestion après mai 68 est une gestion de type maternel, valeur de gauche. On va dire, tout criminel, sans exception, peut se réhabiliter. Et donc, on supprime la peine de mort, on supprime la prison à vie, et la prison à vie se transforme en maximum 25 ans. On va dire aussi que la prison, c'est exclusivement la perte de la liberté, et que tout le reste, rien ne doit être enlevé de plus. Donc les prisonniers ne sont pas obligés de travailler. Ils doivent pouvoir avoir visite de leur femme. Ils doivent pouvoir gagner de l'argent et installer leurs cellules comme bon leur semble, etc. Il y a là, évidemment, un abus. C'est très valable pour un certain nombre de gens, par exemple des crimes passionnels, des choses comme cela, mais il s'avère qu'il y a quelques types de criminels qui résistent à cette analyse, comme par exemple les grands pervers sexuels, ceux qui allient sadisme et sexualité violente, et qui tuent des enfants, qui tuent des femmes en les violant, etc. Ceux-là ne sont jamais guérissables. Il y a une perversion grave, et donc quand ils ressortent de prison, même 25 ans après, ils retomberont dans le viol, dans le meurtre, etc. Résultat, on voit dans les années 2000 les choses se remettre en place avec un peu de bon sens, à savoir que on essaye de trouver un système de vraie prison à vie, au moins pour les criminels, pervers, sexuels, qui ont tué des enfants. Eh bien, on peut être certain qu'à cause des abus de la gauche dans la gestion des prisonniers, on verra que le balancier ne s'arrêtera pas là. Est-ce que l'intelligence, un jour, l'analyse qui est stable, qui est au-delà des passions, pourrait arrêter ce balancier et faire qu'on en reste à une gestion logique, cohérente des prisonniers, qui mélangent droite et gauche, donc qui prennent ce qui est vrai dans la droite et ce qui est vrai dans la gauche, à savoir, certains prisonniers ne doivent jamais être relâchés, et d'autres peuvent l'être, parce que la méthode de la gauche, réinsertion, réhabitude à la sortie, etc., sont efficaces. Eh bien, je dirais que ça ne marche pas comme cela, parce que l'homme est un être de sensibilité, pas seulement d'intelligence. Et donc, parmi le peuple, les plus agités, les plus voyants, sont ceux qui imposent à une masse qui suit les opinions qu'ils mettent en avant. C'est ce qui s'est passé au moment de la guerre 14. Il n'est pas vrai de dire que toute la France est partie, la fleur au fusil pour tuer des Allemands.
Mais les plus agités, les journalistes, les intellectuels, partaient pour prendre la revanche. Et le pays a suivi. De même, en mai 68, ceux qui ont fait la révolution de mai 68, les journalistes de gauche extrême, sont en 2010 très souvent encore au pouvoir. Ils tiennent la presse. Et comme ce sont des brillants journalistes, leur opinion s'impose. Et donc, dès que la droite veut remettre des valeurs un petit peu plus au centre, avec du bon sens, aussitôt, il y a stigmatisation en disant « regardez le retour du fascisme », etc. Eh bien, je dirais que ce mécanisme qui a présidé pendant les 50 années après la révolution de mai 68, il faut s'attendre à ce qu'il préside de la même façon pendant les 50 années qui suivra la révolution, je dirais, des années 2018, si on est un petit peu cohérent. L'espoir par rapport à cela, c'est que, enfin, parce que les peuples sont plus cultivés, ils arrivent à dominer leur passion, leur besoin d'un retour à l'ordre après un excès de laxisme de type féminin. Et qu'ils sachent enfin que la vérité est au juste milieu, qu'il y a de la complémentarité dans la droite et dans la gauche, et qu'il faut absolument les unifier pour faire ce schéma harmonieux que les anciens taoïstes manifestaient avec le yin et le yang. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'être humain, dans ces débats, ne pourra pas sortir de l'opposition dialectique entre droite et gauche, parce que c'est ce qui rend justement la politique amusante. Si la politique était uniquement motivée par la raison, et donc que les hommes politiques étaient d'accord pour mélanger de la droite et de la gauche, eh bien elle serait fort ennuyeuse. Or, comme le peuple, il aime le spectacle, je pense que jusqu'à la fin de l'humanité, on aura, face à face, discutant, des députés qui seront à droite, des députés qui seront à gauche, et qui feront mine de s'engueuler. Et dès qu'ils seront au pouvoir, eh bien, ils feront un gouvernement de type réaliste, avec parfois un petit peu plus de gauche, parfois un petit peu plus de droite. Mais en tout cas, les extrêmes, qui jamais ne peuvent fonctionner, sont des choses qui n'arriveront que quand il y aura des émotions populaires très fortes. On peut donc dire que l'histoire, l'observation des civilisations, de leur basculement à droite, à gauche, de leurs diverses relations, ne cessera pas d'être l'illustration de ce que vivra l'humanité jusqu'à ce que l'homme soit homme. Il ne peut pas en être autrement, parce que c'est quelque chose d'inscrit profondément dans l'altérité homme-femme qui est présente en nous. Alors, donc je fais ma chanson sur la gauche et la droite, pour dire qui c'est qui a raison. Vous êtes un site de gauche? Non? Bon, tant pis. Je suis pas raciste, un bruit de droite. À droite. Alors c'est comédie musicale, du coup je vais faire deux personnages. À droite, on n'aime pas trop partager. On préfère assumer tout simplement qu'on est radin. À gauche, on est tellement gentil, on voudrait tout partager, mais surtout l'argent des riches. À droite, on pense que sur la planète, la vie n'est pas possible sans la bourse. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a pas de meilleure idée. C'est peut-être pour ça qu'on en conclut que la planète est déjà foutue. À droite, on pense que si la planète craque, eh ben c'est de sa faute, elle avait qu'à être plus performante. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a toujours pas d'idée. Qu'on nous donne le pouvoir et sûrement on en aura une. À droite, on s'en fout d'être malheureux, l'important c'est d'être riche. À gauche, on s'en fout du fric, l'important c'est de rien foutre. À droite, on n'aime pas trop les arabes et les noirs, mais tant mieux comme ça. À gauche, nous on les récupère. À droite, c'est nous qu'on a toutes les plus belles gonzesses. À gauche, on apprend à apprécier la beauté intérieure. À droite, on a besoin d'un gros 4x4 pour circuler sur terrain plat, que dans les centres-villes. Et tant mieux si ça pollue, ça fait gueuler les écolos, parce que pour nous l'écologie, en fait c'est juste la partie de gauche. À gauche, on a des bagnoles tellement pourries qu'elles polluent plus que les 4x4.
Par contre, on peut pas dire nous on soutient les écolos puisqu'on répare nos carrosseries avec leurs autocollants. À droite, on pense que les pédophiles, il faut leur couper les couilles à eux et à toute leur famille. À gauche, on prend la peine de se demander si dans certains cas, ils seraient pas juste amoureux. À gauche, on est content de donner des petites pièces à des clochards et comme ça, grâce à nous, ils meurent plus lentement. À droite, on aimerait tant que les clochards puissent être rentables, par exemple en vendant leurs cadavres aux usines de saucisses. À droite, on pense que les chômeurs, ils devraient pas fumer, ça donne le cancer. Et le cancer, il faut l'interdire à ceux qui peuvent pas se payer eux-mêmes leur chimio et leur perruque. À gauche, on pense que le cancer, ça doit être accessible à tous. Sinon c'est contraire au principe de l'égalité, qui est à la base de nos valeurs républicaines. Après c'est à droite, en fait j'ai pas fini après. C'est à droite, on pense que la cravate, ça symbolise la réussite. À gauche, quand on doit mettre une cravate pour travailler, c'est franchement qu'on a merdé un truc. Voilà, puis après il faut que je la finisse. Ça va non? C'est grave. Et très intéressant de voir, vous savez, le concept droite-gauche qui n'a aucun sens.